Radio Rivage présente Les politiques face à la question sociale, une émission présentée par Daniel Delamotte. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Rivage pour mon émission Les politiques face à la question sociale. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Audrey Essola, conseiller municipal à Vannes, conseiller communautaire GMVA, secrétaire de la section du Parti socialiste qui a décidé de mener campagne contre la pauvreté à Vannes, notamment dans le quartier de Kercado, qui a été choisi pour illustrer son action. Nous parlerons logement, éducation et chômage. Bonjour, monsieur le conseiller. Bonjour madame, merci de votre accueil et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions au micro de Radio Rivage. Alors André Essola, vous avez décidé de parler très frontalement de la pauvreté masquée, comme le dit nos confrères du Télégramme et de Ouest France qui ont parlé de votre action, pour parler de la pauvreté à Vannes, notamment dans le quartier de Kercado, mais pas seulement. Expliquez-nous votre action, monsieur le conseiller. Oui, très bien. En effet, c'est ça. On a, depuis quelques années d'ailleurs, c'est un sujet et un combat qu'on mène quotidiennement avec des membres de notre organisation qui sont toujours très actifs sur le sujet. Mais en effet, cette année, on s'est donné pour l'année 2024 de mettre en avant cette cause et la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la précarité au sein des politiques de solidarité, parce qu'il faut rappeler quelques données évidentes, mais que tous les Vannais et toutes les personnes qui vivent dans notre agglomération n'ont pas toujours en tête, c'est qu'on a au sein de notre agglomération environ 17 500 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont la moitié à Vannes. Et donc c'est des chiffres assez importants. Oui. Et très concrètement, ça veut dire des difficultés pour se nourrir, des difficultés pour le logement, des difficultés pour les factures, avec l'inflation qui augmente. Enfin, l'inflation des différents coûts énergie, électricité, eau et le quotidien avec l'alimentation, on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de difficultés et on est alerté en permanence par les associations qui nous indiquent qu'elles observent des formes de précarité qu'elles ne voyaient pas avant, par exemple avec des personnes issues de classe moyenne aujourd'hui qui sont de plus en plus touchées. Donc, face à cela, on considère que l'action publique doit être au rendez-vous pour permettre à ceux qui ont le moins de ressources de tenir. Et on sait très bien aussi que en matière de solidarité, il vaut mieux prévenir que guérir, parce qu'une action en amont aura beaucoup plus d'impact positif plutôt que d'intervenir lorsque les personnes sont dans des difficultés très très grandes. Voilà un peu l'esprit de notre cap qu'on aura l'occasion de développer au cours de notre échange. Oui, alors au-delà de fait de parler de pauvreté, de la dénoncer, vous parlez précisément d'une pauvreté masquée. Qu'en est-il ? Oui, exactement, parce qu'en fait aujourd'hui, les données, si vous regardez quelques-uns des indicateurs, c'est-à-dire en termes de repas servis par la banque alimentaire, qu'il s'agisse aussi de différentes associations, le nombre de personnes qui font appel à elles est en très grande augmentation. Donc très concrètement, vous avez plus de 60 000 repas supplémentaires là, par la banque alimentaire, donc sur la dernière année, entre les 2 dernières années d'augmentation. Et on met ça en parallèle avec des chiffres du RSA, parce qu'en fait, il y a, au niveau de l'agglomération de la ville, on met en avant les chiffres du RSA qui auraient baissé. Mais ce qui se constate sur le terrain est totalement différent, parce que, vous savez, il y a un léger décalage entre les données de l'INSEE qui nous donne le taux de pauvreté. Donc le dernier taux de pauvreté qu'on a date de 2021. Et il devrait être actualisé en fin d'année ou en tout cas en début d'année par l'INSEE. Donc on aura les chiffres des années 2022-2023. Et là, très nécessairement, on constatera qu'il y a eu une dégradation. Et au niveau national, donc l'Union nationale des CCAS, elle-même a constaté que l'ensemble, la quasi-totalité des CCAS en France ont augmenté leurs enveloppes, parfois de manière très conséquente, plus de 50%, et on est très surpris, nous, et très préoccupés de voir qu'à Vannes, il n'y a pas eu de hausse entre 2022, 2023 et cette année. Donc, on a décidé de mettre ce sujet-là sur la table, et le dernier élément que je voulais rajouter, c'est que, très concrètement, si vous voulez, surtout dans un territoire comme le nôtre,
toucher les gens, il faut pouvoir aller vers, c'est-à-dire avoir une démarche offensive, avoir une démarche de communication, de renseigner, de donner des éléments, parce qu'on l'oublie toujours, mais il y a 35% des personnes qui sont éligibles à des droits qui n'y recourent pas pour différentes raisons. Et donc là-dessus, il faut avoir une politique plutôt offensive de la part des acteurs publics à notre égard. Alors, je dirais que la force de votre action, c'est d'aller vers les personnes qui sont concernées, leur donner la parole et également leur donner peut-être aussi une visibilité, car beaucoup d'auditeurs sans doute sont sans doute étonnés du chiffre que vous avancez concernant la pauvreté à Vannes. Si on parle de Vannes comme bien sûr une ville touristique, et c'est un peu, pour reprendre une expression dans l'article de Ouest-France et du Télégramme partagé d'ailleurs, l'envers de la carte postale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage ? Exactement. Comme vous le dites, c'est notre trésorier Cédric qui a employé cette formule-là, mais c'est exactement ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, et c'est l'objectif de notre démarche, un certain nombre de politiques sont menées pour des personnes, ou en tout cas en considérant que ce serait de telle manière ou d'une autre qu'il faudrait agir, alors que nous considérons qu'on doit travailler avec les personnes, leur donner la parole concrètement, et élaborer, construire les politiques publiques et locales qui seront mises en place avec elles, parce que c'est elles qui vivent concrètement cette situation-là. Donc, lorsqu'on mène une politique, en fait, il faut la mener aussi avec les gens qui sont dans cette situation de précarité, qui n'ont pas toujours la voix et qui aussi ont besoin de confiance, parce qu'on le voit bien, il y a une sorte d'humilité et de réserve, et voilà, les gens ne souhaitent pas être pointés du doigt, et aussi assumons le discours de dire que lorsqu'on se retrouve, et ça peut arriver dans une situation de précarité parce qu'on a perdu un emploi, parce qu'il y a une séparation et on se retrouve dans une situation de famille monoparentale avec un papa ou une maman, on peut pas dire c'est de votre faute et si vous voulez vous en sortir, vous n'avez qu'à vous débrouiller là-dessus. Voilà, nous, ce n'est pas du tout l'angle et on veut continuer à être dans cette relation de confiance là. Et c'est ce dont les gens ont besoin et on l'a bien senti sur le terrain, voilà, sur les premiers retours qu'on peut avoir. Et c'est comme ça qu'on va en fait travailler là au cours des prochains mois. Et l'idée derrière, c'est de présenter très concrètement, voilà, les lignes et les nouvelles manières d'agir, et comme ça peut se faire dans d'autres territoires, prendre des bonnes pratiques, ce qui est assez innovant. Et vous voyez un peu dans les démarches que peuvent mener les territoires zéro chômeur de longue durée, où toute une démarche active d'aller vers les habitants du quartier, l'ensemble des habitants, de dire avec eux que pouvons-nous faire ensemble, et on voit que ça fonctionne. En fait, les gens sont très créatifs une fois que vous leur faites confiance, que vous construisez avec elles, et ça leur permet de rebondir d'ailleurs, et derrière de trouver l'énergie et de retrouver la confiance en elles pour être des citoyens pleinement actifs. Et c'est tout le sens de ce vers quoi on devrait tous aller, et on peut pas se satisfaire, ni nous d'ailleurs, ni la majorité municipale, d'avoir autant de personnes en dessous de seuil de pauvreté à Vannes. D'accord. Alors, ça entre en résonance avec les interviews que Radio Rivage a menées avec les associations Vannes Relais, Territoire Zéro Chômeur. Votre action s'inscrit aussi plus largement dans la démocratie participative. Oui, en effet. Nous, on est... en tout cas, le terme démocratie participative peut parfois être un peu surannée aujourd'hui, mais l'idée derrière, c'est de rendre les gens acteurs. Ça c'est clair, et de prendre en considération. On le sent bien. Nous, on a porté dans le projet qui était le nôtre lors des précédentes élections, mais qu'on continue de porter à la ville et à l'agglomération, c'est qu'il faut une approche vraiment ouverte, parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'élus peuvent vous dire on fait du participatif, mais in fine, tout est déjà bouclé avant même que les débats commencent. Nous, c'est pas du tout dans l'esprit dans lequel on est. Et aussi, plus largement, c'est de dire qu'il faut changer la dimension de nos actions. Voilà, je pense par exemple à la question du logement. Aujourd'hui, le braquet doit totalement changer, parce qu'on ne peut pas continuer dans la même dynamique. On voit bien les difficultés qu'il peut avoir sur notre territoire, très concrètement là sur les logements. Si je prends uniquement la ville de Vannes, vous avez par exemple 3500 demandes de logements sociaux qui sont en attente. 3500 demandes. Oui, qui sont en attente. Et là, si vous faites la comparaison avec 2017, il y a eu une progression de 90%. Donc, des délais, et les personnes, en fait,
aujourd'hui, elles se retrouvent avec des délais qui sont supérieurs à 20 mois dans notre agglomération. Et sachant que 70% des personnes qui demandent des logements sociaux, elles ont des ressources inférieures à 1100 euros par mois. Donc pour une personne seule, 2100 euros pour un couple avec 2 enfants. Donc on voit bien que la majorité des gens qui demandent des logements sociaux ont des ressources qui ne sont pas très élevées. Et en plus, ce qu'on sait, c'est qu'elles sont majoritairement actives. Donc en fait, on voit bien que là, aujourd'hui, par exemple, ce levier-là, plus large sur le logement, on a besoin d'avoir une politique totalement différente. Et c'est pour ça que nous, on est assez offensif en demandant à ce que le niveau de production de logement social soit beaucoup plus fort à ce qu'il est aujourd'hui et qu'il soit bien différent parce que il y a du logement intermédiaire, c'est-à-dire des logements avec des coûts plus élevés parce qu'on pourrait viser une population en fait de classe moyenne supérieure qui elle aussi a des difficultés à rechercher du logement. Mais en fait, le gros du gros aujourd'hui, c'est ceux qui sont les plus modestes, qui ont besoin vraiment de se loger. Et le problème, c'est que derrière, si vous vous éloignez de la ville-centre, vous avez le logement, la situation en voiture, la mobilité, etc. Donc vous cumulez d'autres difficultés. Oui, j'allais y venir, effectivement, la pauvreté et puis tous les enjeux en termes de mobilité et puis aussi d'éducation des enfants dans ces quartiers défavorisés, notamment, vous citez Kercado. On se rend bien compte que pour les familles, ce sont de multiples problèmes. Est-ce que vous pouvez nous citer ou nous raconter une rencontre que vous avez faite avec soit une famille, soit un parent isolé ou même des jeunes gens au sein de ce quartier de Kercado? Quels sont les mots que vous pouvez nous dire au micro? Donc, déjà, vous dire, parce que là, vous parliez, on est sur le sujet de l'éducation, donc je peux pas m'empêcher de réagir là à, l'actualité récente où le maire a évoqué l'idée de fusionner les 2 groupes scolaires, donc Prévert et Armorique. On trouve ça, en fait, là, pour l'instant, en tout cas, les quelques retours qu'on a eus des habitants, il peut avoir une inquiétude ou une préoccupation parce que ces habitants-là ont déjà subi il y a quelques années la fermeture du collège Montaigne. Je ne sais pas si vous aviez suivi. Oui, tout à fait. Vous avez suivi cela, donc très concrètement aujourd'hui, ça serait un mauvais signal, en tout cas, d'aller dans cette voie-là, et surtout qu'en fait il n'y a pas d'association des personnes localement, en tout cas de véritables associations, et il y a une véritable inquiétude là-dessus, et en plus on le sait déjà au niveau de la mixité, il y a besoin de maintenir des écoles, c'est aussi les quartiers parmi les plus jeunes de Vannes, avec celui de Minimur. Et aujourd'hui, les gens vous disent, on voit bien que les indices de positionnement sociaux, donc qui sont communiqués aujourd'hui et élaborés par l'Éducation nationale, montrent bien qu'il y a besoin de maintenir cette dynamique au niveau éducatif et dans les quartiers. Et avec, en aidant comment on appelle ça, les équipes pédagogiques à mettre en place des projets, une dimension. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait regretté à l'époque à Montaigne, parce qu'à Montaigne, on s'était dit, il fallait se donner les moyens. Vous savez, vous pouvez mettre en place des options, par exemple, comme ça peut exister voile, et pas le faire juste sur une seule année, le faire de la 6e à la 3e. Derrière, vous créez une dynamique, il y a de véritables effets, vous créez de la mixité, vous faites venir des publics différents, et tout ça, tout le monde en profite et tout le monde est gagnant, parce on le voit aussi dans les études sociologiques, c'est que la mixité est bénéfique à tout le monde, y compris les familles les enfants des familles de classe plutôt aisées ou des familles de classe plutôt modestes. En fait, on en sort tous grandis, et c'est le sens, en tout cas, de notre combat, cette véritable mixité-là, et ça passe déjà par renforcer et maintenir ce qu'il y a dans nos territoires. Alors, ça suppose une synergie du partenariat autour de projets. Il y a une part d'éducation nationale aussi, ça c'est certain. Tout n'est pas de notre volet, ça c'est clair. Oui, ça demande beaucoup de prise de contact et de réunions, j'imagine, de réunions partenariales également. Non, c'est une dynamique collective du territoire, mais en tout cas, on considère que si les acteurs locaux s'y mettent avec de l'énergie, de l'envie et de la volonté, avec des choses très concrètes, comme ça peut se faire dans d'autres territoires, ce que je vous indiquais, parce qu'en effet, il y a une partie qui relève de l'éducation nationale, mais sur des actions pédagogiques, comme ça peut exister d'ailleurs, en partie là, avec l'occasion des JO, mais les collectivités ont des leviers pour
favoriser l'attractivité, en tout cas dans les établissements publics. Et il faut qu'on s'en serve parce que c'est ça qui garantit derrière que les familles peuvent rester. Mais on aborde un bout du sujet parce qu'on a parlé un peu logement, un peu éducation, mais évidemment la pauvreté recouvre de multiples dimensions parce qu'en fait on a aussi effleuré le sujet de la mobilité, il y a la santé également, et évidemment voilà, il y a tous ces facteurs-là sont très importants pendant la lutte contre la pauvreté et la précarité. C'est un petit peu la feuille de route ambitieuse qu'on s'est donnée pour les prochains mois, mais avec derrière des actions très concrètes qui sont dans d'autres territoires. Par exemple, je pense à une sécurité alimentaire. Il y a des territoires qui pensent à innover avec le même principe que la sécurité sociale, mais pour l'alimentation, c'est-à-dire garantir à chacun un certain montant ou un certain nombre d'aliments par mois en se disant, voilà, on considère aujourd'hui que ça ne devrait même plus être un sujet et que collectivement, on a les capacités de bien nourrir tout le monde, les enfants, qui sont les premières victimes. Et je voudrais avoir l'exemple en tête, j'ai un exemple en tête, c'était pendant la Covid. Moi, je me souviens de familles qui indiquaient qu'elles avaient des véritables difficultés parce que n'ayant plus l'école, elles n'étaient pas capables de fournir à chaque fois le même nombre de repas équilibrés et aux enfants pendant la semaine. Vous avez des témoignages qui sont assez durs. Et c'est pas faute de volonté. Hein. C'est que il y a des ressources financières. Donc voilà, un des pôles, l'alimentation aussi, c'est un des éléments importants dans cette bataille qu'il faut mener au service des gens. Oui, alors on comprend bien que lutter contre la pauvreté, c'est lutter sur plusieurs, évidemment, thématiques. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de conséquences. Et moi, je voudrais avoir votre avis, Audrey Sola, sur la violence dont on parle beaucoup depuis ces derniers mois et ces dernières semaines, la violence des jeunes, alors dans les quartiers, sans réduire. Qu'en pensez-vous, Audrey Sola? Pour vous, quelles sont les causes de cette violence qu'on dit de plus en plus importante et de plus en plus intense? En effet, comme vous, j'ai vu au niveau des suivis au niveau national, il y a des faits divers qui interpellent. Ça c'est certain. Après, comme je veux pas me prononcer je n'ai pas tout le détail, mais pour vous parler de la situation très locale, à ce stade, on n'a pas d'alerte. On n'a pas d'alerte de montée localement. De temps en temps, il peut y avoir des moments un peu plus tendus, comme dans tous les territoires, mais vous avouerez que non, localement, on n'a pas d'alerte. Moi, je suis du côté de Minimur et j'ai pas. On a un bon climat. On a eu des points durs après sur notre regret. Et c'était avant que je devienne conseiller municipal dans le groupe, mais les collègues avaient porté ça avec beaucoup d'ambition, mais on n'a pas eu gain de cause malheureusement. Il y a un regret, et les habitants le regrettant aussi, c'est qu'on avait souhaité en termes de sécurité que le commissariat puisse ouvrir de manière permanente, mutualisée avec la police municipale, police nationale, et considérant que c'était un service public assez important à Carcado. Malheureusement, il n'y a pas eu, en tout cas, de réaction comme on le souhaitait du côté, notamment du côté de la municipalité. Et aujourd'hui, vous avez des difficultés parfois parce que le poste n'est pas forcément immédiat, prêt, et il y en avait un qui pouvait être ouvert en permanence, c'est pas le cas. Et là, typiquement, les habitants ne le vivent pas positivement, ça c'est sûr. Donc, mais autrement, pour répondre directement à ce que vous me demandiez, on n'a pas d'alerte dans ce sens à Vannes à ce jour, en tout cas. D'accord. En tout cas, les actions locales sont très importantes pour à la fois prévenir et apporter des réponses avant que les difficultés se multiplient et se durcissent. Ça c'est certain. On était intervenu par ma voix, notamment en conseil municipal récemment à Vannes, parce qu'on a voté, il y a une participation, une contribution, vous connaissez la prévention spécialisée, comme on dit dans les termes un peu techniques, mais très concrètement, ce sont des éducateurs qui, eux, ont une action extrêmement importante, parce qu'ils agissent, ils sont présents dans les quartiers, ils connaissent les jeunes et les personnes qui peuvent être en difficulté, et donc ils interviennent là pour
pour être des relais hyper importants au niveau social, et prévenir le plus tôt possible. Mais on considère qu'aujourd'hui, et ça relève notamment du département, mais la ville a aussi les moyens de faire un effort là-dessus sur son enveloppe, c'est qu'il faut renforcer leurs moyens, parce qu'aujourd'hui, concrètement, c'est uniquement 4 personnes avec une feuille de route assez ambitieuse par rapport au nombre d'habitants. Et là, vous voyez, si vous êtes actif là-dessus, si vous renforcez les équipes, derrière, vous avez une ambiance qui est quand même meilleure dans les quartiers, des problématiques qui sont prises en amont sur le terrain. Ils savent faire parce qu'ils ont cette capacité à aller vers les gens avec un certain savoir-faire, et derrière, c'est tout le monde qui est gagnant. Et donc là, on a encore un levier. Nous, si on était en exercice là au sein de la mairie, on serait plus volontariste là-dessus, parce que derrière, les moyens que vous avez mis pour les agents, vous les gagnez par la suite, parce que vous évitez des conflits, vous anticipez sur des éléments qui pourraient monter dans le quartier, etc. Donc c'est très très important, et tout ça contribue à notre qualité de vie collective. Alors, vous parlez des éducateurs en prévention spécialisée, donc les travailleurs sociaux, et on les entend dernièrement sur les ondes, dans les médias, pour dire que eux également ont des revendications salariales et des conditions de travail qui ne sont pas très satisfaisantes, et qu'il y a beaucoup de problèmes pour trouver des travailleurs sociaux. Qu'en pensez-vous, Audrey Sola ? Ah oui, non, c'est une réalité, mais dont je crois on commence à prendre conscience. On le voit bien, les collectivités commencent un petit peu à réévaluer en tout cas les grilles de salaire, mais évidemment, ça ne va pas assez vite. On considère, nous, que comme je vous le disais, ce coût qui aujourd'hui en fait peut sembler important, c'est en quelque sorte un investissement, parce que un investissement derrière qui fait que vous payerez moins cher plus tard. Donc on va faire partie. Bon, je ne suis pas parlementaire, mais je considère que l'État qui annonce des montants assez important là de réduction financière, on se tire une balle dans le pied, parce que ce qu'on pense économiser, on va le payer derrière beaucoup plus cher. Donc c'est très très légitime aujourd'hui de réévaluer par rapport aux missions qui sont faites. C'est surtout ça qu'il faut regarder, c'est les missions réalisées et l'investissement qu'on y met. Le choix est vite fait. Alors, des travailleurs sociaux qui sont eux-mêmes concernés par la précarisation de leur vie, c'est-à-dire qui ont du mal à trouver un logement, qui ont du mal aussi à boucler leur fin de mois, une expression qui est un peu valise, puisqu'en fait on ne sait plus trop ce que ça veut dire boucler les fins de mois, mais en tout cas des difficultés aussi pour le logement, la mobilité, et puis faire face à leurs besoins alimentaires pour certains d'entre eux. Donc c'est aussi une urgence. Ah oui, ouais. Mais des classes moyennes, basses, je ne sais pas comment on pourrait classer, mais en tout cas, oui, globalement. Et tout à l'heure, quand je vous disais sur les demandes, par exemple, du logement social, très concrètement, par rapport aux tarifs, c'est aujourd'hui, vous êtes assistante sociale, vous êtes infirmière en hôpital, vous arrivez sur le territoire, votre salaire ne vous permet pas de vous loger s'il n'y a pas de logement social. Le terme aujourd'hui est peut-être un peu à faire évoluer, parce que ça peut renvoyer dans la tête de beaucoup de gens logement social à quelque chose de réservé aux autres, mais non. En fait, aujourd'hui, c'est quasiment le logement qui est normal. Vu les prix sur le territoire, il faut être absolument offensif là-dessus et permettre aux gens de se loger. Et c'est le premier levier, parce qu'en fait, pour le recrutement, pour la qualité de vie, il faut que la part du logement dans le loyer soit la plus faible possible et soit accessible. Donc c'est un des leviers, parce qu'on parlait on parlait des personnes dans le social, mais il n'y a pas que, en fait. Bien sûr, mais tout un tas de métiers, on rencontre ces difficultés-là, et aujourd'hui, quand vous avez une ville qui continue sur le même pourcentage, c'est pas suffisant. À nos voisins à côté, je prends l'exemple d'Auray, sur des opérations, ils sont montés à 40% de logement locatif social. En plus de ça, il y a d'autres dispositifs sociaux, mais sur du logement locatif social, c'est-à-dire le véritable logement social en termes de revenus accessibles, ils montent à 40%. La commune de Pleumeur, sur certaines opérations, il y a 50%, par exemple. Donc et à Vannes, nous, on bouge toujours pas là-dessus. Donc il y a des leviers à activer. Il y a encore des marges de progrès. Je voudrais vous terminer cette interview par la question du chômage de longue durée.
et les mesures qui sont en gestation. Enfin, on comprend bien que les chômeurs de longue durée sont dans une situation déjà difficile, mais qu'ils ont beaucoup à craindre pour l'avenir. Les annonces qui ont été faites, notamment pour diminuer le montant des indemnités chômage et aussi la durée de perception. Qu'en pensez-vous, Audrey Essola ? Bon, là-dessus, je m'exprimais, même si évidemment je ne suis pas parlementaire, mais on a quand même un avis parce qu'on a travaillé dessus et on a la chance d'avoir un parlementaire, Simon Léna, qui est membre de notre section de Parti socialiste local. Oui. Là-dessus, pareil, on voit les résultats extrêmement efficaces des territoires zéro chômeur de longue durée. Moi, j'en ai fait partie en fait dans le conseil d'administration de préfiguration lorsque ça a commencé à se monter. Donc, j'ai vu très concrètement le travail qui a été mené, où l'ensemble des habitants identifiés dans le territoire a été touché. Aujourd'hui, il y a une progression là du nombre d'emplois et à terme, ils dépasseront la centaine. Et très concrètement, quand je dis dépasse la centaine, ça veut dire qu'en fait, les chômeurs de longue durée du quartier ne le seront plus. Et ils vont être sur des emplois en plus choisis, c'est-à-dire en lien avec leurs compétences, avec leurs envies, et co-construits dans le cadre d'une équipe. Ils reprennent confiance en eux, ils retrouvent un investissement, etc. Enfin, on voit que ça fonctionne parfaitement. Donc aujourd'hui, on a du mal à comprendre que l'État souhaite faire des économies là-dessus, parce qu'en fait, les personnes, très concrètement, elles ne bénéficient pas d'autres allocations. C'est que elles sont en emploi. Donc on fait partie, en tout cas, enfin, on sera contre le serrage de boulon ou les économies qui voudraient être réalisées là-dessus, parce qu'on voit que c'est efficace et ça fonctionne. Après, j'ai pas le regard global de toute la France, mais en tout cas, je peux vous dire que localement, je vois bien que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien et ça va continuer à fonctionner de mieux en mieux. Et donc, à terme, on peut tous que partager le fait qu'il y ait moins de personnes en chômage de longue durée dans nos territoires. Donc, oui. Et travailler aussi sur l'utilité, l'utilité sociale des emplois. Ah oui, ça c'est le sens. Hein. C'est c'est dans ce qu'ils disent. Ils disent emploi choisi, mais quand on dit ça, c'est vrai que ça peut faire bizarre, mais en fait la logique se tient. Et elle fonctionne. Donc vous m'avez dit que vous avez réalisé des interviews. Oui, tout à fait. J'invite ceux qui le peuvent à venir rencontrer là les acteurs du territoire zéro chômeur longue durée locale. Vous serez, on est immédiatement convaincus. Le foisonnement des activités, la qualité de ce qui est réalisé et l'énergie qui est mise aussi, parce qu'en fait les gens, vous vous rendez compte qu'une fois que vous leur faites confiance sur la base de leurs compétences, ça décuple l'énergie et tout le monde en est satisfait. Donc là-dessus, il faut renforcer les moyens, ça c'est clair, parce que derrière, on aura atteint notre objectif, réduire le chômage dans le quartier. Ah oui, la relation aussi avec l'employeur, dont on a beaucoup parlé aussi, la considération pour éviter toutes les personnes qui sont aussi harcelées sur le lieu de leur travail, qui sont en burn-out, qui n'ont plus de sens. Donc tout ça, c'est beaucoup d'enjeux aussi humanistes. Ah oui, on se rejoint parfaitement, oui, parce qu'on a des personnes qui ont été éloignées pour les différentes raisons que vous évoquez, de l'emploi, parce qu'ils ont vécu des situations difficiles. Oui. Et, peu importe, ce qu'on peut imaginer, la réalité, les données le montrent bien, c'est que pour se remettre le pied à l'étrier, il faut ce cadre bienveillant, ce cadre sécurisant. Et après, chacun est libre, comme ils le disent dans le BE, dans l'entreprise à but d'emploi. S'ils souhaitent retourner vers un emploi dit classique, il n'y a pas de problème. Mais vous vous rendez compte qu'en fait, les gens ont envie de rester parce que le cadre est tellement convivial et fonctionne bien qu'ils y restent très souvent. Oui, l'enjeu d'être accepté à la fois dans ses différences, ses particularités et de se sentir utile, c'est quand même ce qui ressort. On est dans une société, oui, c'est vrai que l'emploi fait partie des choses qui définissent beaucoup l'identité. Donc quand vous dites se sentir utile, ça, je crois que tous ceux qui sont dans le dispositif le ressentent parfaitement. Alors, nous arrivons au terme, Audrey Essola, de cette interview. Je tiens à vous remercier
du temps que vous nous avez consacré, d'avoir répondu à mes questions au micro de Radio Rivage pour cette aventure, parce que c'est une aventure, ces rencontres dans les quartiers, et puis dénoncer, parce que c'est le mot qui convient, la pauvreté masquée, pour faire prendre conscience à chacun d'entre nous que dans une ville touristique comme Vannes, eh bien, il faut aussi oser affronter l'envers de la carte postale. Oui, c'est ça. Et on a tous intérêt à vivre dans une ville où chacune et chacun peut subvenir à un certain nombre de services, vivre dans la dignité. Et on en sortira tous grandis. Alors, vous allez continuer votre action, Audrey Sola, les prochaines semaines. Expliquez-nous les prochains mois, la visite. Oui, c'est ça. Donc là, très immédiatement, là, après l'échéance des européennes, parce qu'il y a aussi cette échéance sur laquelle on est pleinement engagé, sur les thèmes de la solidarité et de l'écologie. On aura des déambulations dans l'ensemble des quartiers en tout cas une bonne partie de notre agglomération, parce qu'on a des membres un peu dans l'ensemble des quartiers de l'agglomération. L'idée, c'est à la fois de parcourir avec les gens dans leur quartier, qu'ils puissent nous dire très concrètement comment ils le vivent, avec leurs mots, avec leurs sensations. Derrière aussi, on aura des temps de réunion collectifs où on va pouvoir co-construire avec eux les politiques que nous mènerons demain. En parallèle, on va aussi rencontrer, mais ça on le faisait déjà, mais on va le formaliser avec des acteurs du monde économique, notamment de l'économie sociale et solidaire, tous ceux et celles qui ont des bonnes pratiques et qui souhaitent les communiquer ou faire qu'elles s'étendent sur l'ensemble du territoire. Et derrière, ça va nous permettre de construire toute la base nécessaire pour irriguer en très bonnes idées les politiques qui seront menées demain dans nos territoires. D'accord, nous vous suivrons sur Radio Rivage pas à pas. Vous nous tiendrez aussi au courant de vos différentes actions pour nos auditeurs de Radio Rivage. Je tiens à remercier Marie-Noël, Caroline et Jean-Paul qui m'ont aidé à préparer cette interview. Je remercie Bertrand pour le son, la technique, le montage et qui m'assiste à chacune de mes émissions. Merci encore, monsieur le conseiller Audrey Essola, conseiller municipal à Vannes. Merci de nous avoir accordé cette interview sur ce thème de la pauvreté masquée à Vannes. Merci. À bientôt, chers auditeurs de Radio Rivage. Au revoir, monsieur Essola. Au revoir, à bientôt. Merci à vous. C'était sur Radio Rivage, les politiques face à la question sociale, une émission animée par Daniel Delamotte. Lamotte.